Je me souviens encore de l'odeur du fraisier à la crème diplomate que j'ai apportée chez ma fille, Élodie, cet après-midi-là. C'était son 43e anniversaire, et j'avais économisé 3 mois de ma retraite pour lui offrir cette petite merveille de la pâtisserie lyonnaise qu'elle aimait tant. 250 € que je n'avais pas, mais que j'ai dépensé avec joie pour voir son sourire. Le taxi m'a déposé devant la grande villa qu'elle avait acquise 5 ans plus tôt. Une maison sur 3 niveaux dans le quartier le plus prisé des Monts d'Or, avec vue sur la ville et une piscine à débordement. 150 000 € de mes économies pour l'apport. De l'argent que j'avais mis de côté, centime par centime, pendant 45 ans, en tant que professeur d'université, en faisant des heures supplémentaires et en donnant des cours particuliers les week-ends. J'ai ajusté ma robe bleu canard, également neuve pour l'occasion, et j'ai sonné, tenant le gâteau en équilibre d'une main, et de l'autre, un petit paquet argenté contenant un collier de perles qui avait appartenu à ma mère. 3 générations de femmes fortes, ai-je pensé. Quel héritage merveilleux à transmettre. La porte s'est ouverte, mais le visage d'Élodie ne s'est pas éclairé comme je l'espérais. Ses yeux ont à peine croisé les miens avant de retourner sur le téléphone qu'elle tenait à la main. « Ah, c'est toi !» a-t-elle marmonné en s'écartant pour me laisser entrer. Pas un baiser, pas une étreinte, comme si j'étais une simple livreuse. « Joyeux anniversaire, ma chérie !» ai-je dit en essayant de garder de l'enthousiasme dans ma voix. « J'ai apporté ton gâteau préféré et un petit cadeau spécial. » Élodie a soupiré profondément, comme si ma présence était un fardeau qu'elle était forcée de supporter. « Pose-le sur le plan de travail dans la cuisine. Je dois finir cet appel. » Je me suis dirigée seule vers la cuisine en marbre de Carrare, un autre de mes cadeaux lors de la rénovation de la maison, et j'ai délicatement posé le gâteau sur le comptoir. À travers la baie vitrée, j'ai vu les jumeaux, mes petits-fils de 11 ans, jouer dans la piscine avec leur moniteur de natation. Ils n'ont même pas remarqué ma présence. Je suis restée là, debout, à écouter l'écho de la maison vide, me sentant comme une étrangère dans un lieu où je n'étais clairement pas la bienvenue. 15 minutes plus tard, Élodie est entrée dans la cuisine. Elle était éblouissante, comme toujours. Cheveux parfaitement coiffés, maquillage impeccable, manucure fraîche. Tout cela financé par l'Institut de beauté que je lui avais aidé à monter 8 ans plus tôt. 80 000 € pour qu'elle réalise son rêve d'entrepreneuse. Un prêt que j'avais contracté en utilisant mon appartement comme garantie et qui n'a jamais été remboursé. « Alors ?» dit-elle en ouvrant le réfrigérateur et en sortant une bouteille d'eau pétillante. « Tu es juste venu déposer le gâteau ou tu restes dîner aussi ?» La froideur de sa voix m'a transpercée comme une lame. J'ai dégluti, essayant de maîtriser ma déception. « Je pensais qu'on pourrait peut-être passer un moment ensemble pour ton anniversaire. Ça fait presque 2 mois qu'on ne s'est pas vus. » a-t-elle répondu en consultant à nouveau son téléphone. « En fait, j'ai des projets pour ce soir. Thibaut m'emmène dîner au ciel bleu. Juste nous deux. » Thibaut, son 3e mari, un homme qui vivait d'investissements jamais précisés et qui, curieusement, avait toujours besoin de mon aide financière pour ses projets d'urgence. Le dernier datait de 3 semaines à peine. 10 000 € pour une soi-disant affaire d'importation qui ne pouvait pas attendre. De l'argent que j'avais puisé dans mes économies prévues pour des soins médicaux. « Je comprends », ai-je répondu, tentant de masquer la douleur dans ma voix. « Peut-être qu'on pourra déjeuner demain, alors. » Élodie a levé les yeux au ciel et m'a enfin regardé directement. Son visage était tendu, comme si elle retenait quelque chose qu'elle voulait dire depuis longtemps. « Maman, il faut qu'on parle », a-t-elle dit en désignant les tabourets hauts autour de l'îlot central de la cuisine. « Assieds-toi » J'ai obéi, sentant un nœud se former dans mon estomac. Je connaissais ce ton. C'était le même qu'elle utilisait enfant, avant de dire quelque chose de délibérément cruel pour tester mes limites. « J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps, » a-t-elle commencé, faisant tourner lentement son verre d'eau entre ses doigts. « Sur l'anniversaire, sur la vie, sur ce qui me rendrait vraiment heureuse. » J'ai hoché la tête, essayant de paraître encourageante. « Bien sûr, ma chérie. Dis-moi ce que tu veux.
Peut-être que je peux aider d'une manière ou d'une autre. » Élodie a posé le verre sur la table avec un bruit sourd et m'a regardé droit dans les yeux. Ce que j'y ai vu m'a glacé le sang. Ce n'était pas de l'amour, ni même de l'irritation passagère. C'était du mépris pur. La seule chose que j'aimerais vraiment recevoir, comme cadeau d'anniversaire, dit-elle lentement, prononçant chaque mot avec une cruauté délibérée, c'est que tu disparaisses de ma vie, tout simplement. Que tu t'effaces, de préférence. Le monde s'est arrêté. L'air a été aspiré de la pièce. J'ai essayé de parler, mais ma gorge s'est nouée. C'était comme si on m'avait physiquement frappé à la poitrine. « Quoi ?» fut tout ce que je pus murmurer. « Tu as entendu ?» a-t-elle poursuivi, avec une froideur calculée. « Je suis fatiguée de toi, maman. Fatiguée de tes appels constants, de tes visites imprévues, de ta façon de t'immiscer sans cesse dans ma vie, avec tes conseils démodés et ton insupportable besoin affectif. » Mes mains se sont mises à trembler de manière incontrôlable. 74 ans de vie, 43 ans à être sa mère, et jamais, au grand jamais, je n'aurais imaginé entendre de tels mots sortir de la bouche de mon unique enfant. « Élodie !» ai-je réussi à dire entre les larmes qui commençaient à couler. « Je suis ta mère. Je t'ai tout donné. J'ai tout sacrifié pour toi. »« Exactement !» s'est-elle exclamée en se levant du tabouret. « C'est pour ça que tu m'étouffes. Je ne peux plus respirer avec ta présence constante. J'ai besoin d'espace. J'ai besoin de liberté. J'ai besoin de vivre ma vie sans avoir à gérer tes attentes et tes drames émotionnels. » J'ai regardé le gâteau d'anniversaire, les bougies encore dans la boîte, attendant d'être allumées. Tout ce que j'avais imaginé pour cette journée, des câlins, des rires, des souvenirs partagés, s'est évanoui comme de la fumée. « Mais Élodie !» ai-je tenté une dernière fois. « Je veux juste être près de toi, faire partie de ta vie. Tu es tout ce que j'ai. » « Et c'est exactement ça, le problème, » a-t-elle répondu en croisant les bras. « Le fait que je sois tout ce que tu as. Fais-toi ta propre vie et laisse-moi tranquille. » Je me suis levée du tabouret, mes jambes tremblant si fort que j'ai craint de tomber. J'ai pris mon sac et le petit paquet avec le collier de perles. Le gâteau resterait. Peut-être que les jumeaux l'apprécieraient, même si leur mère en était incapable. « Je n'arrive pas à croire que tu me dises ça. » ai-je murmuré. « Après tout ce que j'ai fait pour toi. »« Tout ce que tu as fait. » a-t-elle ri sarcastiquement. « Maman, tout ce que tu as fait, c'était pour ton propre bénéfice, pour te sentir nécessaire, pour avoir le contrôle sur ma vie. Mais je ne suis plus une enfant, et je n'ai plus besoin que tu m'asphyxies. » J'ai marché vers la porte, chaque pas me coûtant des années de vie. Sur le seuil, je me suis retournée une dernière fois, espérant voir un regret dans ses yeux, une trace de cette petite fille douce que j'avais élevée avec tant d'amour. Mais je n'ai vu que de l'impatience. L'impatience que je parte pour qu'elle puisse continuer sa vie, libre du fardeau que je représentais apparemment. « Joyeux anniversaire, Élodie !» ai-je chuchoté, et je suis sortie en fermant doucement la porte derrière moi. Ce que ma fille ne savait pas, en me regardant partir cet après-midi ensoleillé, c'est qu'elle avait allumé en moi quelque chose qui sommeillait depuis des décennies. Une flamme qui n'était pas celle de l'autodestruction, mais de la renaissance. Le taxi m'a déposé devant mon petit appartement du centre-ville, un modeste 3 pièces, que j'avais acheté avec l'argent de la vente de la maison familiale après le décès de mon mari, 20 ans plus tôt. Je suis entrée en titubant. J'ai laissé tomber mon sac par terre et je me suis effondrée sur le canapé usé, le même canapé où j'avais bercé Élodie bébé, où je lui avais lu des histoires tous les soirs, où j'avais séché ses larmes après chaque déception. Ces mots résonnaient dans mon esprit comme un refrain cruel. « Que tu t'effaces !» Ma propre fille avait souhaité ma disparition comme cadeau d'anniversaire. La douleur était physique, un poids écrasant sur ma poitrine, qui rendait la respiration difficile. J'ai passé la nuit blanche, me remémorant chaque instant, chaque sacrifice, chaque centime que j'avais investi en elle pendant 4 décennies. Quand Élodie avait 5 ans et a été diagnostiquée avec un asthme sévère, j'ai travaillé des heures supplémentaires à l'université
pour payer les traitements spécialisés que l'assurance ne couvrait pas. C'était 3 000 € de consultation et de médicaments. De l'argent que j'ai obtenu en vendant les bijoux de mariage que mon mari m'avait offerts. À 16 ans, quand elle a voulu faire un échange en Angleterre, j'ai hypothéqué ce même appartement pour payer les 40 000 € du programme. « Merci, maman », m'avait-elle dit à ce moment-là, en me serrant fort dans ses bras à l'aéroport. « Tu es tout simplement la meilleure mère du monde. » Des mots qui semblèrent maintenant appartenir à une autre vie, une autre personne. À l'université, quand Élodie a décidé de changer de cursus 3 fois, du droit à l'architecture, puis à la gestion, j'ai payé chaque semestre sans une seule plainte. Au total, près de 80 000 €. De l'argent que j'ai gagné en donnant des cours supplémentaires les week-ends et les jours fériés, sacrifiant toute vie personnelle que j'aurais pu avoir. Quand elle s'est mariée avec son premier mari, une cérémonie extravagante pour 300 invités dans le meilleur hôtel de la région. C'est moi qui ai tout payé, 70 000 €. La robe de créateur, les fleurs importées, l'orchestre, le banquet gastronomique. « C'est le plus beau jour de ma vie, maman », avait-elle dit, radieuse dans sa robe de princesse. « Et tout ça, grâce à toi. » Le divorce est arrivé 2 ans plus tard, suivi d'un deuxième mariage encore plus coûteux, qui s'est également terminé en moins de 3 ans. Et puis Thibaut, le mari actuel, la villa sur 3 niveaux, l'institut de beauté, la voiture de luxe que j'ai aidé à financer quand l'ancienne est tombée en panne, 35 000 €. Les écoles privées bilingues pour les jumeaux, 8 000 € par trimestre. À l'aube, j'ai commencé à faire les comptes. J'ai trouvé une vieille boîte où je gardais tous les reçus, toutes les preuves de virement, tous les contrats que j'avais signés au fil des ans. Non par méfiance, mais par organisation. Une vieille professeure de mathématiques ne perd jamais ses habitudes. Assise à la table de la cuisine, avec une tasse de thé froid que je n'ai pas eu le cœur de boire, j'ai commencé à lister chaque montant, chaque date, chaque motif. Le total m'a laissé stupéfaite. Plus de 850 000 € sur 43 ans. Près d'1 million d'euros que j'avais consacrés au bonheur de ma fille. Et tout ça pour entendre que son plus grand souhait était ma disparition. Quelque chose d'étrange s'est produit alors que je regardais ces chiffres. La douleur lancinante que j'avais ressentie toute la nuit a commencé à se transformer en autre chose. Pas de la colère, bien qu'il y en ait eu aussi, mais une clarté cristalline que je n'avais jamais expérimentée auparavant. Une compréhension profonde que j'avais été manipulée pendant des décennies par quelqu'un qui voyait mon amour comme une ressource, pas comme un lien sacré. Si j'avais investi ces presque 1 million d'euros pour moi-même, si j'avais voyagé, étudié davantage, acheté une meilleure maison, pris soin de ma santé, planifié une retraite confortable, où serais-je maintenant? Certainement pas dans ce petit appartement, à compter les centimes de ma maigre retraite, reportant des traitements médicaux pour pouvoir continuer à aider une fille qui souhaitait ma disparition. À 6 heures du matin, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai pris le téléphone et j'ai bloqué le numéro d'Élodie. Puis j'ai bloqué celui de Thibaut. Ensuite, tous les numéros associés à sa famille. C'était un petit geste, mais symboliquement puissant. Mon premier acte d'autopréservation en 4 décennies. J'ai pris un long bain, j'ai mis mes plus beaux vêtements, un ensemble pantalon et blazer que j'utilisais rarement pour économiser. Et je suis sortie de chez moi avec un objectif défini qui, pour la première fois depuis des années, n'impliquait pas ma fille. Première étape, la banque. La même banque où Élodie et moi avions un compte joint pour les urgences, sur lequel je déposais régulièrement de petites sommes pour tout imprévu qui pourrait survenir dans sa vie. Un compte qui, à ce moment-là, avait un solde de 30 000 €. « Bonjour, Madame Letellier », m'a salué le directeur, Monsieur Durand, qui me connaissait depuis des années. « En quoi puis-je vous aider aujourd'hui? Je veux clôturer le compte joint, numéro 4 Neila 526749 à Viersin. » Ai-je répondu avec un calme qui m'a surprise moi-même. « Vous êtes sûr? Ce compte a un solde considérable, » a-t-il averti en consultant son ordinateur. « Absolument certaine, » ai-je confirmé en signant les formulaires d'une main ferme.
Je veux transférer tout cet argent sur mon compte personnel, s'il vous plaît. » Voir ces 30 000 € revenir sur mon propre compte m'a donné une étrange sensation de pouvoir. Un pouvoir que je n'avais pas ressenti depuis des décennies. Ce n'était que le début. Arrêt suivant, l'organisme de crédit immobilier. Quand Élodie et Thibault ont acheté la villa, non seulement j'ai fourni l'apport, mais j'ai aussi signé en tant que garant du financement. Cela signifiait que s'ils ne pouvaient pas payer, la responsabilité retomberait sur moi. Mais cela signifiait aussi que j'avais des droits sur cette propriété. Madame Lefebvre, la conseillère en prêt, m'a reçue avec un sourire. « Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui ? » « Je veux revoir les termes du contrat de financement, où j'apparais comme garant. » ai-je expliqué. « J'ai besoin de comprendre exactement quels sont mes droits et mes obligations. » Pendant qu'elle cherchait les documents, je me suis souvenu du jour où j'ai signé ces papiers. Élodie avait pleuré d'émotion. « Merci, maman. Tu es notre ange gardien. Je t'aime tellement, » avait-elle dit en me serrant fort dans ses bras. Thibault avait également remercié profusément, assurant qu'il ne manquerait jamais un paiement. « Voici toute la documentation, » a dit Madame Lefebvre en posant un épais dossier devant moi. « En tant que garant, vous êtes responsable des paiements si les titulaires principaux ne peuvent pas les effectuer. Mais vous avez aussi le droit de réclamer la propriété si vous estimez que les débiteurs ne seront pas en mesure de remplir leurs obligations. »« Exactement !» ai-je répondu en examinant attentivement chaque page. « Quelles seraient les étapes suivantes si je décidais d'exercer mes droits en tant que garant ? Vous auriez besoin de prouver qu'il y a un risque de défaut de paiement ou qu'il y a déjà eu des retards significatifs, » a-t-elle expliqué. Ce que Madame Lefebvre ne savait pas, et ce qu'Élodie m'avait inconsciemment révélé la semaine précédente, c'est que Thibault avait récemment perdu une somme substantielle dans un investissement raté et qu'ils avaient retardé le dernier paiement de l'hypothèque. Une information qu'elle avait partagée nonchalamment, espérant probablement que j'offrirais mon aide, comme je le faisais toujours. « Parfait !» ai-je murmuré en récupérant des copies de tous les documents importants. « Et si je voulais lancer cette procédure ?» Madame Lefebvre m'a regardé avec curiosité, mais a conservé son professionnalisme. « Je peux vous programmer une réunion avec notre service juridique, si vous le souhaitez. S'il vous plaît, faites-le. » En sortant du bureau, j'ai ressenti une étrange légèreté, comme si je flottais au-dessus des trottoirs chauds de la ville. Pendant 43 ans, j'avais vécu pour Élodie. J'avais sacrifié mes propres rêves, mon argent, mon temps, ma santé, tout pour lui donner la vie qu'elle avait toujours voulu. Et le résultat, elle souhaitait ma disparition comme cadeau d'anniversaire. Mon arrêt suivant fut un endroit que je n'avais pas visité depuis des années. L'agence de voyage Nouveau Rivage, spécialisée dans les nouveaux départs pour le 3e âge. J'avais gardé une de leurs brochures pendant des années, rêvant secrètement de possibilités qui semblaient toujours hors de ma portée. « Bonjour », m'a saluée une jeune conseillère nommée Sophie. « Comment puis-je vous aider ? » « J'ai vu votre programme sur les retraités à l'étranger. » ai-je répondu en m'asseyant confortablement dans le fauteuil face à son bureau. J'aimerais des informations complètes sur la façon dont une femme de 74 ans peut commencer une nouvelle vie sur la Côte d'Azur. Les jours suivants furent une montagne russe d'émotions et de préparatifs secrets. Chaque matin, je me réveillais avec un mélange de douleur, de détermination et quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. L'espoir. C'était comme si je m'étais réveillée d'une longue transe où je vivais uniquement pour satisfaire les caprices de ma fille. Et maintenant, enfin, je vivais pour moi-même. Mardi, mon téléphone a sonné avec insistance. C'était Élodie. J'ai ignoré l'appel. Elle a rappelé 5 fois de plus, laissant des messages de plus en plus irrités. « Maman, il faut que je te parle. »« Maman, ça va ? Pourquoi tu ne réponds pas ? » ?»« Maman, les jumeaux ont une présentation à l'école jeudi et on a besoin que tu les gardes après. »« Maman, je commence à m'inquiéter. » L'ironie ne m'a pas échappé. La même femme qui avait souhaité ma disparition comme cadeau d'anniversaire était maintenant inquiète parce que je ne répondais pas à ses appels. Pas parce que je lui manquais
ou qu'elle se souciait de mon bien-être, mais parce qu'elle avait besoin de moi pour quelque chose. Mercredi, j'ai reçu la visite de ma voisine et amie de toujours, Monique, une femme de 70 ans qui avait assisté en silence à tous mes sacrifices pour Élodie au fil des décennies. « Chantal !» dit-elle, assise dans mon salon avec une tasse de café. « Tu as l'air différente. Il s'est passé quelque chose ?» Je lui ai tout raconté. Chaque mot douloureux de l'anniversaire d'Élodie, chaque détail des plans que j'étais en train de faire. Monique a écouté en silence, ses yeux s'emplissant progressivement de larmes. « Mon Dieu, Chantal !» a-t-elle murmuré quand j'ai eu fini. « Je n'arrive pas à croire qu'Élodie t'ait dit quelque chose d'aussi cruel après tout ce que tu as fait pour elle. Le plus douloureux, c'est qu'elle l'a dit comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. » ai-je expliqué. Comme si j'étais juste un obstacle dans sa vie qui devait être éliminé. « Et tu pars vraiment pour Nice ?»« Oui, » ai-je répondu fermement. « J'ai déjà acheté le billet. Je pars la semaine prochaine. » Monique a pris mes mains avec douceur. « Tu sais que tu as tout mon soutien, n'est-ce pas? Ce qu'Élodie a fait est impardonnable. Il y a autre chose, » ai-je dit en baissant la voix. « Je vais avoir besoin de ton aide pour quelque chose de très spécial. » Je lui ai expliqué mon plan complet. Je voulais qu'Élodie croie que j'avais disparu, au moins pour un temps. Monique serait ma complice, la personne qui trouverait mon appartement vide et la lettre d'adieu que je laisserais. « C'est brillant !» a murmuré Monique avec un sourire complice. « Cette petite ingrate va enfin comprendre ce que signifie te perdre. Tu m'aideras ? » Bien sûr que oui. En fait, je pense que c'est exactement ce dont Élodie a besoin pour réagir. Cette nuit-là, j'ai travaillé sur la lettre la plus importante de ma vie, celle qui allait tout changer pour toujours. J'ai écrit et réécrit chaque mot, m'assurant qu'il transmettait exactement ce que je voulais dire. « Ma chère Élodie, » ai-je commencé, « tu m'as demandé comme cadeau d'anniversaire de disparaître de ta vie, et j'ai décidé d'exaucer ton souhait. Quand tu liras cette lettre, je serai déjà loin d'ici, commençant la vie que j'aurais dû vivre il y a des décennies, au lieu de tout sacrifier pour toi. » J'ai continué à écrire pendant des heures, documentant chaque centime que j'avais dépensé pour elle, chaque sacrifice que j'avais fait, chaque opportunité que j'avais manquée pour être toujours disponible pour ses besoins. Mais ce n'était pas une lettre amère. Elle était éducative. Je voulais qu'elle comprenne exactement ce qu'elle avait perdu. « Avec cette lettre, tu trouveras tous les documents juridiques que j'ai signés cette semaine. » ai-je poursuivi. « Le changement de mon testament, l'annulation de ta mutuelle complémentaire que je payais, la notification qu'en tant que garant de ton hypothèque, j'ai décidé d'exercer mes droits en raison de votre instabilité financière récente et la clôture de tous les avantages que tu recevais de moi. » C'était une lettre de 18 pages qui détaillait méticuleusement tout ce qui allait changer dans sa vie maintenant que j'avais disparu, exactement comme elle le voulait. « Ta vie sera beaucoup plus facile sans moi, » ai-je conclu, « mais elle sera aussi beaucoup plus chère. J'espère que ça en vaudra la peine. » Jeudi, alors que je rangeais mes affaires les plus importantes dans 2 valises, j'ai reçu un autre appel d'Élodie. Encore une fois, je n'ai pas répondu. Elle a rappelé 4 fois de plus, laissant des messages de plus en plus désespérés. Dans le dernier, sa voix semblait vraiment angoissée. « Maman, s'il te plaît, appelle-moi. Il s'est passé quelque chose. J'ai besoin de ton aide. La banque nous a appelés pour une réunion d'urgence demain au sujet de l'hypothèque. S'il te plaît, appelle-moi dès que tu entendras ce message. » C'était donc ça. La banque l'avait déjà contacté au sujet de ma demande de révision du contrat. La réalité commençait à s'imposer. Vendredi, Thibault s'est présenté à ma porte. Il semblait épuisé et désespéré, avec des cernes profonds et la barbe mal rasée. Une image très différente de l'homme toujours élégant et confiant que je connaissais. « Chantal !» dit-il d'une voix suppliante. « Élodie m'a raconté ce qui s'est passé entre vous deux. Je sais que ce qu'elle a dit était terrible, voire impardonnable. Mais s'il te plaît, ne fais pas ça à notre famille. »« Faire quoi ?» ai-je demandé en feignant l'innocence. « La banque nous a dit que tu lançais une procédure pour reprendre la maison,
à cause de retard dans l'hypothèque. S'il te plaît, Chantal, ce n'était qu'un mois. J'ai eu quelques problèmes avec des investissements, mais je vais tout régler, je te le promets. C'était fascinant. Quand Élodie voulait se débarrasser de moi, j'étais un fardeau. Mais quand ils ont réalisé que je contrôlais les rênes financières qui maintenaient leur style de vie luxueux, soudainement, j'étais de nouveau importante. « Thibaut !» ai-je dit calmement. « Ta femme a été très claire avec moi. Ma présence dans sa vie est un poids qu'elle ne veut plus supporter. Je ne fais que respecter ses souhaits. Mais Chantal, tu sais comment est Élodie quand elle est en colère. Elle ne le pensait pas. Elle ne le pensait pas ? Elle semblait pourtant assez convaincante quand elle a souhaité ma disparition comme cadeau d'anniversaire. » Thibaut a baissé la tête. Il savait qu'il n'avait aucun argument pour défendre l'indéfendable. « S'il te plaît, » a-t-il insisté, « donne-moi une chance de régler ça. Je parlerai à Élodie. Je lui ferai comprendre à quel point elle a eu tort. »« Il est trop tard, » ai-je répondu en fermant lentement la porte. « Fais un bisou à mes petits-fils pour moi. » Samedi fut mon dernier jour dans cette ville où j'avais passé toute ma vie. J'ai marché dans les lieux qui avaient été importants pour moi. L'université où j'ai enseigné pendant 38 ans, le parc où j'emmenais Élodie enfant, l'église où j'ai épousé son père. C'était mon adieu silencieux à une vie que j'avais vécue entièrement pour les autres. Dimanche commencerait une vie que je vivrais enfin pour moi-même. Le dimanche matin, Monique a frappé à ma porte comme nous l'avions convenu. Elle a apporté du café frais et un sourire complice qui m'a rempli d'énergie. « Prête pour ta grande évasion ?» a-t-elle demandé en me faisant un clin d'œil. « Plus que prête », ai-je répondu en amenant mes 2 valises à la porte. « Tu as le double des clés de mon appartement ? » ?»« Les voici », a-t-elle dit, montrant le trousseau que je lui avais donné la veille. « Et j'ai aussi la lettre pour Élodie et tous les documents que tu vas laisser. » Nous avions tout planifié méticuleusement. Monique attendrait jusqu'à mardi pour se rendre chez Élodie et lui remettre les documents, prétendant qu'elle avait trouvé mon appartement vide et s'était inquiétée de ma disparition. « Souviens-toi », lui ai-je indiqué pendant que nous attendions le taxi. « Tu dois avoir l'air vraiment inquiète. Dis-lui que je n'ai pas répondu au téléphone pendant 2 jours, que tu as frappé à ma porte sans réponse, et que lorsque tu as utilisé les clés d'urgence, tu as trouvé l'appartement vide avec la lettre. Ne t'inquiète pas, Chantal. J'ai été professeur de théâtre amateur pendant 20 ans. Ce sera la performance de ma vie, » a assuré Monique avec un sourire malicieux. Le taxi est arrivé ponctuellement, à 6 heures du matin. Pendant que le chauffeur chargeait mes valises, j'ai jeté un dernier regard à mon appartement. J'y avais vécu pendant 15 ans, mais étrangement, je ne ressentais aucune nostalgie. C'était comme si je me libérais enfin d'une prison que j'avais moi-même construite. « À l'aéroport ?» a demandé le chauffeur. « À l'aéroport », ai-je confirmé. Et j'ai senti comme si ces 2 mots marquaient le début de ma nouvelle existence. Le voyage en avion vers Nice a été long, mais tranquille. Pour la première fois depuis des décennies, personne ne savait où j'étais. Personne ne pouvait m'appeler pour demander des faveurs, de l'argent ou du temps. C'était une sensation enivrante de liberté que je n'avais pas connue depuis, avant de devenir mère. Pendant le vol, j'ai écrit dans mon journal tout ce qui s'était passé la semaine dernière. Chaque détail, chaque émotion, chaque décision qui m'avait amenée à ce moment suspendu dans le ciel, entre mon passé d'abnégation et mon avenir d'autodécouverte. « C'est la première fois en 43 ans, » ai-je écrit, « que je fais quelque chose d'entièrement pour moi-même, sans calculer comment cela profitera à Élodie. C'est terrifiant et libérateur à la fois. Je suis arrivée à Nice le lundi matin, heure locale. Un représentant de l'agence de voyage m'attendait à l'aéroport avec une pancarte à mon nom. C'était un jeune homme aimable, nommé Jean-Pierre. « Madame Letellier ?» m'a-t-il salué avec un sourire sincère. « Bienvenue sur la Côte d'Azur. J'espère que vous êtes prête pour une nouvelle aventure. »« Plus que prête !» ai-je répondu. Et pour la première fois depuis des semaines, mon sourire était complètement authentique. Jean-Pierre m'a conduite à un petit mais charmant appartement, meublé dans le vieux Nice que l'agence avait loué pour un mois. Le temps que je décide,
si je voulais rester définitivement. C'était au 3e étage d'un immeuble centenaire, avec des fenêtres donnant sur une place arborée et des balcons fleuris sur les bâtiments voisins. Voici toutes les informations sur la ville, a dit Jean-Pierre en me remettant un épais dossier. Restaurants recommandés, activités culturelles, groupes sociaux pour expatriés, cours de niçois, contacts médicaux en cas de besoin. J'ai aussi programmé une réunion avec un conseiller financier pour mercredi, pour vous aider avec les formalités, si vous décidez de rester de façon permanente. Cet après-midi-là, après un court repos, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Je suis sortie me promener sans destination précise, sans horaire, sans engagement, sans personne attendant que je résolve ses problèmes. J'ai marché dans les ruelles étroites et sinueuses du Vieux-Nice, émerveillée par l'architecture, les petits cafés au coin des rues, les boutiques d'artisanat. Je me suis assise sur une place et j'ai commandé un café au lait et une part de soca. J'ai mangé lentement, savourant chaque bouchée, observant les pigeons, les touristes, les habitants. Une étrange sensation a commencé à se former dans ma poitrine. Ce n'était pas de la tristesse, ni de la culpabilité. C'était la paix. En rentrant à l'appartement en fin d'après-midi, j'ai calculé mentalement combien d'argent j'avais dépensé pour Élodie rien que ces 5 dernières années. Entre l'apport de la maison, les paiements de l'Institut de beauté, la voiture, les écoles des jumeaux, les urgences constantes, c'était au moins 400 000 €. De l'argent que j'aurais pu utiliser pour voyager à travers le monde, pour vivre confortablement, pour réaliser les rêves que j'avais reportés pendant des décennies. Au lieu de cela, je l'ai tout donné à une fille qui considérait mon amour comme un fardeau et ma présence comme un obstacle. À 20h, heure de Nice, j'ai calculé qu'il serait 20h. À Lyon. Monique se préparait à se rendre chez Élodie pour lui remettre la lettre qui allait tout changer. Je me suis assise sur le petit balcon de mon appartement temporaire, sirotant un verre de vin rouge de Provence, et j'ai attendu. Je savais que dans quelques heures, mon téléphone commencerait à sonner désespérément. Élodie allait enfin comprendre ce que signifiait vraiment me perdre. À minuit, mon téléphone s'est mis à vibrer avec insistance. C'était Élodie. J'ai laissé sonner jusqu'à ce que ça s'arrête. Il a immédiatement sonné de nouveau. Et encore. Et encore. À la 5e tentative, j'ai répondu. « Maman !» a-t-elle crié, sa voix étranglée par les sanglots. « Où es-tu ? Monique est venue à la maison avec une lettre de toi. Elle a dit que tu avais disparu. Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi cette folie ? » « Bonjour, Élodie, » ai-je répondu calmement, observant les lumières de la vieille ville pendant que je parlais. « As-tu lu la lettre ? » ?»« Oui, je l'ai lue. »« Tu es devenue folle ? Comment as-tu pu nous faire ça ? Où es-tu ? » ?»« Je suis exactement là où je dois être, loin de toi comme tu l'as souhaité. »« Mais je ne voulais pas ça. Je ne voulais pas que tu partes pour de vrai. J'étais juste en colère, frustrée. » La voilà. La tactique typique d'Élodie. Minimiser le mal qu'elle avait causé, me faire sentir coupable d'avoir réagi à sa cruauté. Tu ne le pensais pas quand tu m'as dit que ton plus grand souhait d'anniversaire était que je disparaisse ? Ai-je demandé. Parce que tu semblais assez convaincante. J'étais juste stressée. Thibault a perdu de l'argent dans un investissement. Les enfants posent des problèmes à l'école. L'Institut ne va pas bien. Je n'aurais pas dû me défouler sur toi. Tu as raison, tu n'aurais pas dû. Mais c'est fait, et les mots ne peuvent être retirés. Mais maman, s'il te plaît, reviens. On a besoin de toi. J'ai besoin de toi. Comme c'était intéressant. Maintenant, elle avait besoin de moi. Maintenant qu'elle avait lu la lettre détaillant tous les avantages financiers qu'elle avait perdus. Maintenant qu'elle savait qu'elle pourrait perdre la maison. Maintenant qu'elle comprenait qu'elle devrait payer sa propre mutuelle et trouver quelqu'un pour s'occuper des jumeaux quand elle voudrait sortir. « C'est de moi que tu as besoin ou de mon argent ?» ai-je demandé directement. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. « De toi » a-t-elle finalement murmuré, mais sa voix ne sonnait pas convaincante. « Élodie, pendant 43 ans, j'ai vécu pour toi. J'ai sacrifié mes rêves, mon argent, mon temps, mes opportunités.
Et quand j'ai finalement eu besoin de sentir que tu m'aimais et que tu me valorisais, tu m'as dit que tu préférais que je sois effacée de ta vie. Ces mots ont brisé mon cœur d'une manière que je ne pourrai jamais réparer. Je suis vraiment désolée, maman. Je suis tellement désolée. Vraiment. Les excuses ne suffisent pas, Élodie. Le mal est fait. Et tu sais quoi? C'est peut-être la meilleure chose que tu aurais pu me dire, parce que ça m'a enfin ouvert les yeux et m'a fait comprendre que j'ai vécu toute ma vie de la mauvaise manière. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que pour la première fois depuis des décennies, je vis pour moi-même, et c'est merveilleux. Où es-tu, maman? S'il te plaît, dis-le-moi, a imploré Élodie, sa voix étouffée par les larmes. Les jumeaux demandent après mamie. Ils ne comprennent pas pourquoi tu as disparu. C'était fascinant de voir que maintenant que je n'étais plus disponible, mes petits-fils me manquaient soudainement. Pendant toutes ces années, quand j'annulais mes plans pour les garder, quand je leur achetais des cadeaux coûteux, quand je les emmenais au parc pendant qu'Élodie faisait du shopping, c'était juste ce qu'on attendait de moi. Mais maintenant que j'étais partie, mon absence se faisait sentir. Les enfants iront bien, ai-je répondu en regardant les étoiles au-dessus de Nice. Ils sont résilients. Ce qu'ils apprendront, c'est que les actions ont des conséquences et que les mots blessants peuvent détruire des relations pour toujours. Mais maman, s'il te plaît, tu ne peux pas juste disparaître comme ça. Et si quelque chose t'arrive, si tu tombes malade, comment on le saura? Maintenant, elle s'inquiétait pour mon bien-être. Comme c'est pratique. Élodie, ces 3 dernières années, j'ai eu 2 crises d'hypertension qui m'ont conduite à l'hôpital. Sais-tu combien de fois tu m'as rendu visite? Aucune. Tu avais toujours quelque chose de plus important à faire. Ce n'est pas vrai? A-t-elle protesté faiblement. C'est la vérité. La première fois, je t'ai appelé des urgences. Tu as dit que tu ne pouvais pas venir parce que tu avais une soirée chez une amie. La deuxième fois, c'était l'anniversaire de Thibaut, et vous fêtiez ça. Le silence à l'autre bout du fil a confirmé qu'elle se souvenait parfaitement de chaque occasion. Je pensais que ce n'était pas grave, a-t-elle murmuré. Bien sûr, parce que ma santé n'a jamais été une priorité pour toi. Mais mes chèques, si. Il ne s'agit pas d'argent, a crié Élodie. Il s'agit de toi. Tu me manques, maman. C'est moi qui te manque. Ou c'est d'avoir quelqu'un de disponible 24 heures sur 24 pour résoudre tes problèmes qui te manquent. J'ai raccroché sans attendre de réponse. Le téléphone a recommencé à sonner. Mais cette fois, je l'ai mis en silencieux. J'avais besoin de paix pour profiter de ma première nuit de liberté dans un nouveau pays. Les jours suivants furent une découverte constante, non seulement de Nice, mais de moi-même. Il y avait des parties de ma personnalité, des intérêts et des désirs qui étaient endormis depuis des décennies, pendant que je vivais en fonction d'Élodie. Maintenant, ils se réveillaient un par un, comme des fleurs, après une longue sécheresse. J'ai découvert que j'adorais l'architecture baroque et que je pouvais passer des heures à admirer les détails de la cathédrale Sainte-Réparate. Je me suis rendu compte que j'avais un talent naturel pour les langues et que l'italien, si proche, n'était pas si difficile à apprendre. J'ai redécouvert mon amour pour les mathématiques, quelque chose que j'avais enseigné pendant des années, mais que je ne pratiquais plus par plaisir depuis longtemps. Mercredi, j'ai eu ma réunion avec le conseiller financier. C'était un homme plus âgé nommé Monsieur Ferrer, qui m'a aidé à comprendre toutes mes options pour une résidence permanente en France. Avec vos économies actuelles et votre retraite, a-t-il expliqué, vous pouvez vivre confortablement ici pendant de nombreuses années. La France dispose d'excellents programmes de santé pour les retraités et la qualité de vie sur la Côte d'Azur est exceptionnelle. Pour la première fois depuis des années, j'ai parlé ouvertement de mes finances, sans me soucier d'économiser de l'argent pour les urgences d'Élodie. C'était libérateur de calculer mes dépenses en fonction uniquement de mes propres besoins et désirs. Vous pouvez également investir une partie de vos économies ici, a poursuivi M. Ferrer. Les rendements sont stables et sûrs. En 5 ans,
vous pourriez augmenter considérablement votre patrimoine si vous investissez judicieusement. Augmenter mon patrimoine. Combien de fois avais-je eu cette opportunité? Mais j'avais toujours préféré dépenser l'argent pour les caprices de ma fille. Y a-t-il autre chose que je devrais savoir? Ai-je demandé. Nous avons de nombreux clients dans des situations similaires à la vôtre, a ajouté le conseiller, avec un sourire compréhensif. Des personnes âgées qui sont venues sur la Côte d'Azur chercher un nouveau départ après des relations familiales compliquées. Vous n'êtes pas seul dans cette expérience. Cette information m'a profondément réconfortée. Je n'étais pas la seule mère à avoir été manipulée et rejetée par des enfants ingrats. Il y avait toute une communauté de personnes qui avaient choisi leur propre bonheur plutôt que les exigences toxiques de leur famille. Vendredi, j'ai rejoint un groupe de randonnée pour expatriés seniors. Nous étions 12 personnes, toutes entre 65 et 80 ans, toutes en quête d'aventure et de nouvelles expériences. Pendant la promenade dans les collines qui entourent Noton-Nice, j'ai engagé la conversation avec une femme nommée Isabelle, une Lyonnaise de 76 ans qui était arrivée ici 3 ans plus tôt. « Qu'est-ce qui vous a amené ici ?» m'a-t-elle demandé alors que nous admirions la vue panoramique sur la ville. « Une fille qui m'a dit que son plus grand souhait d'anniversaire était que je disparaisse. » ai-je répondu sans filtre. Je n'avais plus l'énergie d'adoucir la réalité. Isabelle m'a regardée avec de grands yeux. « Sérieusement ? » ?»« Absolument. Après avoir financé sa maison, pratiquement élevé ses enfants et sacrifié ma retraite pour ses besoins, elle m'a dit que ma présence dans sa vie était un fardeau insupportable. « Mon Dieu !» a murmuré Isabelle. « Et qu'avez-vous fait ?» J'ai disparu de sa vie. Et me voici. Isabelle a souri avec admiration. « Vous êtes très courageuse. J'ai mis 7 ans à prendre la décision de m'éloigner de ma famille toxique. Mon fils et ma belle-fille me traitaient comme un distributeur automatique ambulant. Pendant le reste de la promenade, Isabelle et moi avons partagé nos histoires. Elle était venue sur la Côte d'Azur après avoir réalisé que ses enfants adultes ne la contactaient que lorsqu'ils avaient besoin d'argent pour leurs vacances, leur nouvelle voiture ou leurs caprices. Quand elle a décidé d'imposer des limites, ils l'ont accusée d'être une mère égoïste et l'ont menacée de ne plus lui laisser voir ses petits-enfants. Les premiers mois ont été difficiles, a avoué Isabelle, alors que nous descendions un sentier boisé. La culpabilité me rongeait. Je pensais que j'étais peut-être vraiment égoïste, qu'une bonne mère doit toujours se sacrifier pour ses enfants. Et qu'est-ce qui a changé votre perspective? J'ai réalisé que mes enfants ne se sont jamais demandé si j'étais heureuse, si j'avais assez d'argent pour mes propres besoins, ou si mes sacrifices constants me faisaient du mal. Ils ne se souciaient que de ce que je pouvais leur donner. Ce n'est pas de l'amour, Chantal, c'est de l'exploitation. Ces mots ont résonné profondément dans mon cœur. Pendant des décennies, j'avais confondu la manipulation émotionnelle avec l'amour filial, les demandes constantes, avec un besoin authentique. À la fin de la promenade, Isabelle m'a invitée à un groupe de soutien qui se réunissait toutes les 2 semaines. Des femmes plus âgées qui avaient appris la difficile décision de donner la priorité à leur bien-être avant les attentes familiales toxiques. J'ai accepté immédiatement. Ce soir-là, j'ai rallumé mon téléphone pour la première fois en 3 jours. J'avais 78 appels manqués et 32 messages textes. La plupart provenaient d'Élodie et de Thibaut. Mais il y en avait aussi de numéros inconnus, probablement des amis qu'ils avaient recrutés pour essayer de me localiser. J'ai lu les messages chronologiquement, observant l'évolution de la panique de ma fille. Les premiers étaient encore émotionnels. « S'il te plaît, maman, reviens. On a besoin de toi. Les enfants pleurent après toi. » Mais progressivement, ils sont devenus plus désespérés et centrés sur des questions financières. La banque nous a appelés pour une autre réunion. Ils disent, Pacha, que tu as demandé une révision du contrat en tant que garant. Ils ne peuvent pas nous prendre la maison pour un malentendu. Le 4e jour, les messages étaient devenus agressifs. « C'est ridicule, maman. Tu es en train de ruiner nos vies pour un caprice. Agis comme une adulte et reviens. » Et enfin, désespérée, j'ai appelé tous les hôpitaux, la police, tes amis.
Personne ne sait où tu es. S'il t'arrive quelque chose, ce sera de ma faute. S'il te plaît, dis-moi juste que tu vas bien. » C'était fascinant d'observer qu'à aucun moment, Élodie ne s'est excusée sincèrement d'avoir souhaité ma disparition. À aucun moment, elle n'a reconnu la cruauté de ses paroles ou exprimé un réel remords. Tout tournait autour des conséquences négatives que mon absence avait pour elle. J'ai décidé de répondre à un dernier message. « Je vais parfaitement bien et je suis plus heureuse que je ne l'ai été depuis des années. Ce que tu vis maintenant, ce sont les conséquences naturelles de tes actions. J'espère que cette expérience t'aidera à comprendre la valeur des personnes que tu aimes avant qu'il ne soit trop tard avec d'autres dans ta vie. » La réponse est arrivée immédiatement. « S'il te plaît, maman, on peut arranger ça. Je promets que je ne dirai plus jamais de choses horribles. Reviens, c'est tout. » J'ai écrit ma réponse finale. « Les promesses vides ne réparent pas les cœurs brisés, Élodie. Les mots que tu m'as dits ont révélé ce que tu penses vraiment de moi. Tu ne peux pas effacer cette vérité avec des promesses désespérées. » Après avoir envoyé ce message, j'ai bloqué son numéro et tous les numéros associés à Thibaut. J'ai aussi bloqué les numéros inconnus qui m'avaient appelé. Il était temps de clore ce chapitre une fois pour toutes. La semaine suivante, j'ai de nouveau rencontré M. Ferrer pour signer les papiers qui me permettraient de résider de façon permanente en France. J'ai également pris des dispositions pour transférer définitivement ma retraite et lancer le processus de vente de mon appartement à Lyon. « Vous êtes sûr de vouloir que ce soit permanent ?» a demandé M. Ferrer. « C'est une décision très importante. Je n'ai jamais été plus sûre de quoi que ce soit dans ma vie. » ai-je répondu en signant chaque document d'une main ferme. Pour la première fois depuis des décennies, je prends des décisions basées sur mon propre bonheur et non sur les exigences des autres. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel de Monique, ma chère voisine et complice. Sa voix semblait animée. « Chantal, tu ne vas pas le croire !» a-t-elle dit. « Élodie est venue à mon appartement hier, en pleurs. Elle m'a supplié de te dire de revenir, que c'était un terrible malentendu. Et que lui as-tu dit ? Je lui ai dit la vérité, que ce que tu lui avais dit était impardonnable, et que si j'étais toi, j'aurais aussi disparu pour toujours. Tu aurais dû voir son visage quand elle a réalisé que même les voisins savaient à quel point elle avait été cruelle avec toi. A-t-elle mentionné quelque chose sur les problèmes financiers ? Oh, oui. Elle a dit que sans ton aide, ils ne peuvent pas payer l'hypothèque, que la banque fait pression, que Thibaut n'arrive pas à résoudre la situation financière et que les enfants ont besoin de choses pour l'école qu'ils ne peuvent pas payer. En gros, elle a réalisé tout ce que je faisais pour eux quand elle l'a perdu. C'était exactement ce à quoi je m'attendais. Je ne lui manquais pas en tant que personne. C'est ma fonction de pourvoyeuse financière et de solutionneuse de problèmes qui lui manquait. « Monique, lui ai-je demandé, quand quelqu'un demandera de mes nouvelles, surtout Élodie, je veux que tu dises que je suis effacée pour eux. Parce que d'une certaine manière, c'est vrai. La Chantal qui se sacrifiait constamment pour une fille ingrate a vraiment disparu le jour de son anniversaire. « Je comprends parfaitement, » a répondu Monique. « Et tu sais quoi ? Je pense que c'est la meilleure disparition que tu aurais pu choisir. 3 semaines après mon arrivée sur la Côte d'Azur, ma nouvelle vie avait pris forme de manière que je n'aurais jamais imaginée. Je me suis inscrite à des cours d'italien 3 fois par semaine. J'ai commencé un cours d'aquarelle les mardis et jeudis, découvrant un talent artistique que je ne savais même pas que je possédais. J'ai rejoint un club de lecture pour expatriés qui se réunissait le dimanche. Pour la première fois depuis des décennies, mon agenda était rempli d'activités que j'avais choisies. Des activités qui me procuraient le plaisir et croissance personnelle, pas des obligations imposées par les besoins des autres. Mais la transformation la plus surprenante était financière. Sans les demandes constantes d'Élodie, mes économies n'étaient pas seulement stables, elles augmentaient. Les investissements que j'avais faits avec M. Ferrer montraient déjà des rendements positifs, et pour la première fois, je pouvais planifier mon avenir financier en fonction uniquement de mes propres besoins. Ce mercredi d'avril,
Alors que je prenais mon café du matin sur le balcon ensoleillé de mon appartement, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai hésité à répondre, mais la curiosité l'a emporté. « Madame Chantal Letellier ?» a demandé une voix féminine. « Oui, c'est moi. Qui est à l'appareil ?»« Je m'appelle Raquel Mendoza. Je suis assistante sociale au service de la protection de la famille, à Lyon. Je vous appelle parce que nous avons reçu un signalement concernant votre bien-être. » Mon sang s'est glacé. Un signalement ? De quel type ? Votre fille, Élodie, a fait un signalement alléguant que vous pourriez souffrir de démence ou de troubles cognitifs et que vous avez pris des décisions financières et de vie qui vous mettent en danger. Selon elle, vous avez disparu soudainement et vivez dans des conditions précaires, peut-être sous l'influence de tiers. Je n'en croyais pas mes oreilles. Élodie était allée jusqu'à impliquer les services sociaux, inventant une maladie mentale pour invalider mes décisions et forcer mon retour. « Mademoiselle Mendoza !» ai-je répondu d'une voix ferme. « Je ne souffre ni de démence, ni de troubles cognitifs. Je vis à Nice de mon plein gré, dans un appartement confortable, avec d'excellents soins médicaux et en parfaite santé mentale. Les allégations de ma fille sont complètement fausses. Je comprends votre position, Madame Letellier, mais nous devons vérifier votre bien-être. Serait-il possible de coordonner une évaluation médicale et psychologique ? » « Bien sûr, » ai-je répondu sans hésiter. « Je suis prête à me soumettre à toute évaluation qui prouvera que je suis en parfaite santé mentale et que mes décisions ont été prises en toute lucidité. » Après avoir coordonné les détails de l'évaluation, j'ai raccroché, ressentant un mélange de rage et d'incrédulité. Élodie avait franchi une ligne de non-retour. Non seulement elle avait souhaité ma disparition, mais elle tentait maintenant de détruire ma crédibilité mentale pour reprendre le contrôle de mon argent et de ma vie. J'ai immédiatement appelé mon avocat, Maître Rochefort, qui m'avait aidé pour toutes les démarches juridiques avant mon départ. « Chantal !» m'a-t-il salué avec inquiétude. « Je suis heureux d'entendre votre voix. J'ai eu une semaine très intéressante avec votre fille. » « J'imagine. Je viens de parler avec les services sociaux. Élodie m'accuse d'avoir une démence. »« Ce n'est pas tout, » a soupiré Maître Rochefort. Elle a également engagé un autre avocat pour tenter de contester toutes les modifications juridiques que vous avez faites avant de partir. Elle prétend que vous n'étiez pas saine d'esprit lorsque vous les avez signées. Peut-elle faire ça? Elle peut essayer, mais elle n'a pas de base légale solide. J'ai des enregistrements de toutes nos conversations où vous démontrez clairement une lucidité totale. De plus, le fait que vous ayez méticuleusement planifié votre départ et que vous viviez de manière indépendante à Nice contredit toute allégation de détérioration cognitive. Que fait-elle d'autre? Elle a tenté d'accéder à vos comptes bancaires, prétextant une inquiétude pour votre bien-être. Elle voulait aussi interrompre le processus de réclamation de la maison. Mais comme tout est légalement étayé et qu'elle a elle-même signé des documents reconnaissant des problèmes financiers récents, elle n'a aucun argument valable. Il était incroyable de voir jusqu'où Élodie était prête à aller pour récupérer les avantages financiers qu'elle avait perdus. Maître Rochefort, je veux que vous prépariez une plainte pour diffamation contre ma fille. Ces fausses allégations sur mon état mental peuvent nuire à ma réputation et à mes droits légaux. Ce sera un plaisir, a-t-il répondu avec satisfaction. Après avoir vu comment elle vous a traité, je pense qu'il est temps qu'elle fasse face aux conséquences juridiques de ses actions. 2 jours plus tard, je me suis présentée pour les évaluations médicales et psychologiques. Le médecin désigné, le docteur Torres, était un homme expérimenté qui a immédiatement compris la situation. « Madame Letellier ?» m'a-t-il dit après une évaluation exhaustive de 3 heures. « Non seulement vous êtes en parfaite santé mentale, mais les décisions que vous avez prises démontrent une lucidité et un courage admirables. Votre fille tente clairement de manipuler le système juridique pour récupérer des avantages financiers. Cela sera-t-il documenté officiellement? Absolument. J'enverrai un rapport détaillé aux services courtois sociaux expliquant que les allégations sont infondées et que vous menez une vie indépendante
et saine. Le soir même, j'ai reçu un appel de l'assistante sociale. « Madame Letellier, nous avons reçu le rapport médical. Il est évident que les allégations de votre fille n'ont aucun fondement. Nous allons clore le dossier et notifier à Élodie que ses plaintes ont été jugées infondées. »« Merci, » ai-je répondu. « Cela sera-t-il enregistré d'une manière ou d'une autre ? » ?»« Oui. Il sera documenté qu'elle a fait un faux signalement sur le bien-être d'un membre de sa famille, ce qui peut avoir des implications juridiques, si cela se répète. » Parfait. Non seulement Élodie avait échoué dans sa tentative d'invalider mes décisions, mais elle avait maintenant un dossier officiel pour avoir fait de fausses dénonciations. Cette nuit-là, j'ai décidé de faire quelque chose que j'avais reporté. Écrire un récit détaillé de mon expérience, non pas pour Élodie, mais pour d'autres femmes qui pourraient vivre des situations similaires de manipulation et d'abus émotionnels par des enfants adultes. J'ai écrit pendant 4 heures, documentant chaque sacrifice que j'avais fait, chaque manipulation que j'avais subie et chaque étape que j'avais franchie pour revendiquer ma dignité et ma vie. J'ai intitulé le texte « Quand l'amour maternel devient autodestruction, mon histoire de libération à 74 ans ». J'ai envoyé le texte à un blog que j'avais découvert, spécialisé dans les histoires de femmes plus âgées qui avaient trouvé le courage de changer radicalement leur vie. 1 semaine plus tard, j'ai reçu une réponse enthousiaste de l'éditrice. « Chantal » a-t-elle écrit, « votre histoire est puissante et inspirante. Nous avons reçu des centaines de commentaires de femmes qui s'identifient complètement à votre expérience. Seriez-vous prête à participer à une interview vidéo pour notre chaîne YouTube ?» J'ai accepté immédiatement. Il était temps d'utiliser mon expérience pour aider d'autres femmes piégées dans des dynamiques familiales toxiques. L'interview a été publiée 2 semaines plus tard et est rapidement devenue virale. Des milliers de femmes ont partagé des histoires similaires d'enfants adultes qui les manipulaient émotionnellement et les exploitaient financièrement. Les commentaires étaient un catalogue de douleurs et de reconnaissance. « Mon fils de 37 ans vit chez moi, ne paie pas de loyer et m'insulte quand je lui demande de chercher un emploi », a écrit une femme. « Ma fille ne m'appelle que lorsqu'elle a besoin d'argent pour les vacances, mais n'a jamais le temps de me rendre visite quand je suis malade », a partagé une autre. « Je pensais être la seule mère à me sentir utilisée par ses propres enfants », a avoué une troisième. Mais le plus choquant est arrivé 1 semaine après la publication de l'interview. J'ai reçu un courriel d'une adresse que j'ai immédiatement reconnue. C'était de Thibaut, mon gendre. « Chantal », a-t-il écrit. « J'ai vu votre interview sur YouTube. Je dois vous dire que je suis entièrement d'accord avec vous. Ce qu'Élodie a dit était impardonnable, et la façon dont elle vous a traité pendant des années est inacceptable. J'ai été témoin de la façon dont elle vous manipule et vous utilise. Mais je n'ai jamais eu le courage de la confronter parce que nous étions si dépendants de votre aide financière. » Il a poursuivi. « Je veux que vous sachiez que les jumeaux vous manquent chaque beaucoup et ne comprennent pas pourquoi vous ne venez plus les voir. Élodie leur a dit que vous êtes malade et ne pouvez pas leur rendre visite. Mais je pense qu'ils méritent de savoir la vérité quand ils seront plus grands. » Le courriel se terminait ainsi. « Je sais qu'il est probablement trop tard pour des excuses, mais je voulais que vous sachiez qu'au moins une personne dans cette famille reconnaît combien vous vous êtes sacrifié pour nous. J'espère que vous êtes heureuse dans votre nouvelle vie. » J'ai lu le courriel 3 fois avant de décider comment répondre. Finalement, j'ai écrit « Thibaut, je vous remercie de votre honnêteté, mais les excuses tardives ne changent pas le mal qui a été fait. J'espère que cette expérience vous aidera à être un meilleur mari et père et que vous enseignerez à vos fils à valoriser les personnes qui les aiment avant qu'il ne soit trop tard. » C'était la première fois que quelqu'un dans ma famille reconnaissait publiquement l'abus que j'avais subi. Cela n'a pas changé ma décision de garder mes distances, mais cela m'a donné une sensation de validation dont j'avais besoin depuis des années. Ma nouvelle vie à Nice s'épanouissait de manière inimaginable. J'avais des amis sincères qui m'appréciaient pour qui j'étais, pas pour ce que je pouvais donner. J'ai redécouvert des passe-temps et des passions. J'avais la paix de l'esprit
et la stabilité financière. Et le plus important, j'avais retrouvé ma dignité. 6 mois après mon arrivée, ma vie avait pris une forme que je n'aurais jamais cru possible. C'était un matin de printemps ensoleillé, quand j'ai reçu un appel qui allait tout changer, une fois de plus. C'était Monique, ma chère voisine et complice. « Chantal, » dit-elle d'une voix animée, « tu dois entendre ça. Élodie a perdu la maison. » Mon cœur s'est arrêté une seconde. Malgré tout, une partie de moi s'inquiétait encore pour le bien-être de mes petits-fils. « Que s'est-il passé exactement ?» ai-je demandé. « La banque a saisi l'hypothèque la semaine dernière. Thibault n'a pas pu récupérer l'argent qu'il a perdu. Ils ont eu 3 autres mois de retard. Et comme tu es le garant et que tu as exercé tes droits légaux, la banque a procédé à la saisie. Élodie est venue me voir hier, pleurant désespérément. Et les enfants vont bien ? Ils ont déménagé dans un petit appartement de l'autre côté de la ville. Thibault a finalement trouvé un travail stable dans une agence de tourisme, gagnant beaucoup moins qu'avant. Mais au moins, c'est quelque chose de sûr. Élodie a aussi dû retourner travailler à l'Institut, non pas comme propriétaire, mais comme employée. C'était un étrange mélange de sentiments que j'ai éprouvé. Je ne ressentais pas de joie pour leur souffrance, mais une profonde satisfaction de justice. Pour la première fois de leur vie, Élodie et Thibault vivaient avec les conséquences réelles de leurs décisions, sans avoir quelqu'un pour les sauver. « Y a-t-il autre chose ?» a poursuivi Monique. Élodie m'a demandé si je savais comment te contacter. Elle a dit qu'elle voulait s'excuser sincèrement, qu'elle comprend enfin tout ce qu'elle a perdu quand elle t'a perdu. Et que lui as-tu dit ? J'ai dit que certaines blessures sont trop profondes pour guérir et que certains maux ne peuvent jamais être retirés. J'ai aussi dit que tu t'épanouissais dans ta nouvelle vie et qu'il était probablement mieux pour vous deux qu'elle n'essaie pas de te contacter. Monique avait raison. Au cours de ces 6 mois, j'avais construit une paix intérieure que je ne voulais pas risquer pour des promesses vides d'une fille qui avait maintes fois prouvé qu'elle ne me valorisait que lorsqu'elle avait besoin de moi. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel inattendu de Maître Rochefort. « Chantal, j'ai des nouvelles intéressantes, » a-t-il dit. « La maison d'Élodie a été vendue par la banque, et comme vous étiez le garant, vous avez le droit de récupérer votre investissement initial de 150 000 €, plus les intérêts accumulés. Combien cela fait-il au total ? 175 000 €. La banque a déjà approuvé le virement. L'argent sera sur votre compte la semaine prochaine. » C'était incroyable. Non seulement j'avais récupéré mon investissement initial, mais j'avais gagné 25 000 € supplémentaires. De l'argent qui aurait été perdu à jamais si j'avais continué à être la mère éternellement sacrifiée. « Il y a aussi autre chose, » a poursuivi Maître Rochefort. « Votre appartement à Lyon a finalement été vendu. Après commission et frais, la valeur nette est de 280 000 €. Au total, je recevais près de 455 000 € d'actifs que j'avais cru perdus. Avec mes économies existantes et les investissements que j'avais faits, mon patrimoine net dépassait maintenant les 800 000 €. À 74 ans, j'étais plus riche que je ne l'avais jamais été de toute ma vie. Ce soir-là, j'ai célébré dans mon restaurant préféré, sur le cours Saléa. J'ai commandé le meilleur champagne et j'ai porté un toast à la femme courageuse qui a eu le courage de tout recommencer quand tout semblait perdu. Pendant le dîner, j'ai réfléchi à tout ce parcours. J'avais commencé ce voyage en tant que mère brisée et humiliée, dévastée par les mots cruels d'une fille ingrate. Mais maintenant, j'étais une femme indépendante, financièrement stable, entourée d'amis sincères et vivant la vie dont j'avais toujours rêvé. Le lendemain, j'ai décidé de faire quelque chose que j'envisageais depuis des semaines. Écrire un livre complet sur mon expérience. Pas seulement mon histoire, mais un guide pratique pour les femmes plus âgées, piégées dans des relations familiales toxiques. J'ai contacté une maison d'édition spécialisée dans les livres de développement personnel. L'éditrice, une femme nommée Montserrat, s'est immédiatement intéressée. « Chantal, » m'a-t-elle dit lors de notre réunion, « votre histoire touche un sujet qui affecte des millions de femmes, mais qui est rarement discuté ouvertement.
L'abus émotionnel par des enfants adultes est un problème endémique qui doit être exposé. J'ai passé les 3 mois suivants à écrire « Quand l'amour fait mal », se libérer de l'abus émotionnel familial après 70 ans. Le livre documentait non seulement mon expérience personnelle, mais aussi des stratégies pratiques pour reconnaître la manipulation, établir des limites saines et trouver le courage de donner la priorité à son propre bien-être. Le livre a été publié 8 mois plus tard et est devenu un best-seller dans plusieurs pays d'Europe et d'Amérique latine. Les lettres que j'ai reçues de lectrices étaient extraordinaires. Des femmes du monde entier m'ont écrit pour me raconter comment mon histoire leur avait donné le courage de faire des changements radicaux dans leur propre vie. J'ai lu votre livre et j'ai enfin compris que je ne suis pas une mauvaise mère en refusant de continuer à financer l'irresponsabilité de mon fils de 42 ans, a écrit Marthe du Chili. Votre histoire m'a aidé à comprendre que le véritable amour n'exige pas l'autodestruction, a partagé Teresa du Portugal. Après avoir lu votre livre, j'ai vendu ma grande maison et j'ai déménagé dans un petit appartement que je peux payer sans dépendre de l'aide de mes enfants. Pour la première fois depuis des années, je dors en paix, a raconté Sophie d'Argentine. Mais la lettre qui m'a le plus émue est arrivée 1 an après la publication du livre. Elle venait d'une jeune mère nommée Paula. « Madame Letellier », a-t-elle écrit. « J'ai 32 ans et une mère de 67 ans qui a sacrifié toute sa vie pour moi et mes frères. Après avoir lu votre livre, j'ai réalisé que nous la traitons exactement comme Élodie vous a traité. Votre histoire m'a ouvert les yeux et m'a fait comprendre que je répétais un schéma toxique qui pourrait détruire ma relation avec ma mère pour toujours. Hier, j'ai appelé ma mère et je me suis excusée pour toutes les années où je l'ai considérée comme acquise. Je lui ai aussi dit que je voulais l'aider à réaliser ses propres rêves, au lieu d'attendre qu'elle soit toujours disponible pour les miens. Merci de m'avoir aidé à comprendre cela, avant qu'il ne soit trop tard. Cette lettre m'a fait pleurer de joie. Ma douleur avait servi à empêcher d'autres familles de subir la même destruction. 2 ans après mon arrivée, j'ai reçu une lettre physique dans ma boîte aux lettres. L'écriture sur l'enveloppe était familière, mais je ne pouvais pas l'identifier immédiatement. Quand je l'ai ouverte, mon cœur s'est accéléré. C'était de mes petits-fils, maintenant âgés de 13 ans. « Chère mamie Chantal », écrivait-il avec une écriture d'adolescent. « Papa nous a raconté la vérité sur pourquoi tu es partie. Il a dit que maman t'a dit des choses très cruelles, et c'est pour ça que tu as décidé de commencer une nouvelle vie loin de nous. Nous voulons que tu saches que tu nous manques beaucoup et que nous comprenons pourquoi tu es partie. Nous voulons aussi que tu saches que nous sommes fiers de toi d'être si courageuse. Quand nous serons plus grands, nous aimerions te rendre visite, si tu veux bien nous recevoir. » La lettre incluait des dessins qu'ils avaient main fait de moi, vivant heureuse dans les rues de Nice. J'ai pleuré pendant 1 heure après avoir lu cette lettre. Non pas de tristesse, mais en comprenant que ma décision de préserver ma dignité avait été la bonne, même si cela signifiait m'éloigner de personnes que j'aimais. J'ai décidé de leur répondre. « Mes chers petits-fils », ai-je écrit, « vos mots sont le plus beau cadeau que j'ai reçu depuis des années. Je vous aime profondément et je vous aimerai toujours, peu importe la distance. Quand vous serez plus grand et pourrez prendre vos propres décisions, les portes de mon cœur et de ma maison vous seront toujours ouvertes. D'ici là, je veux que vous sachiez que mamie vit une vie pleine et heureuse, entourée de beauté et de paix. Gardez cet amour que vous ressentez pour moi, mais apprenez aussi de cette expérience. Les mots ont le pouvoir de construire ou de détruire, et les relations sont basées sur le respect mutuel, pas sur le sacrifice unilatéral. Je vous aime de tout mon cœur. Aujourd'hui, 3 ans après ce terrible anniversaire qui a changé ma vie pour toujours, je suis assise sur le balcon de mon nouvel appartement, à Nice, que j'ai acheté avec mon propre argent, contemplant la mer Méditerranée, tout en écrivant les dernières lignes de mon histoire. J'ai 77 ans, un patrimoine de plus d'1 million d'euros, un livre à succès traduit en 8 langues, des amis chers du monde entier et une paix intérieure que je n'aurais jamais pensé retrouver.
Élodie m'a demandé comme cadeau d'anniversaire de disparaître de sa vie. Je lui ai accordé ce souhait de la manière la plus extraordinaire possible. Ce qu'elle n'a jamais calculé, c'est qu'en me perdant, elle n'a pas seulement perdu une mère qui l'aimait inconditionnellement, mais aussi la personne qui maintenait son monde financier stable pendant des décennies. La semaine dernière, j'ai reçu un courriel d'Élodie, le premier contact direct après 3 ans. « Maman », a-t-elle écrit, « j'ai lu ton livre. Je n'ai jamais imaginé à quel point je t'ai blessée, combien tu t'es sacrifiée pour moi, à quel point je t'ai considérée comme acquise toute ma vie. Je ne demande pas que tu reviennes ou que tu me pardonnes. Je veux juste que tu saches que j'ai enfin compris ce que tu as essayé de m'apprendre, même si c'est de la manière la plus difficile. J'espère que tu es heureuse dans ta nouvelle vie, parce que tu mérites tout le bonheur du monde. » Je n'ai pas répondu au courriel. Certains ponts, une fois brûlés, ne peuvent être reconstruits. Mais j'ai gardé ces mots dans mon cœur, non pas comme une victoire, mais comme la confirmation que toute douleur peut finalement se transformer en sagesse. Ma disparition fut mon cadeau pour elle. Ma nouvelle vie fut mon cadeau pour moi. Et elle valait chaque larme, chaque sacrifice, chaque moment de douleur qui m'a amené jusqu'ici. Parce que parfois, la seule façon de se sauver est d'avoir le courage de se perdre complètement pour renaître en la personne que l'on a toujours été destiné à être. Maintenant, si cette histoire vous a plu, cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran, car elle contient un récit de trahison et de retournement de situation, comme vous n'en avez jamais vu.